Eh bien, bonjour à tous. Donc, c'est une conférence aujourd'hui de Max Desbanques sur la résurgence templière et les veilleurs templiers, donc de l'ordre du Temple de l'époque, jusqu'aux résurgences plus actuelles. Alors, il faut savoir que l'ordre du Temple, sa fondation, c'est le 13 janvier 1109, donc à Troyes, ce qui a à côté la forêt d'Orient. Et la fin de l'ordre du Temple, c'est le 22 mars 1312 avec le concile de Vienne. Donc différentes résurgences ont eu lieu, notamment à Bray, il y a eu donc en 1319 l'ordre du Christ à Tomar, au Portugal. Et dans ces différentes résurgences, il y a l'ordre souverain militaire hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem, à Rhodes et Malte, en Italie. Alors, il y a des légendes en fait invérifiables qui assurent que le temple, devenu donc société secrète après sa dissolution officielle, aurait été à l'origine de la franc-maçonnerie. Alors, faut-il rappeler que toutes les structures templières ou rosicruciennes de la maçonnerie moderne sont des fabrications en fait du XVIIIe et du XIXe siècle. Donc, sans sédimentation d'apports intérieurs véhiculés vers la fin du Moyen Âge et l'époque napoléonienne. Donc cette fable de la filiation en fait templière avec la maçonnerie a une influence considérable sur le nombre de jugements contemporains sur l'ordre des Templiers, parce qu'il y a Voltaire, Condorcet, Lamé Maruel, Gérard de Nerval, Michelet, des libres penseurs en fait ont innocenté les Templiers pour pouvoir lire mieux celle-là à papoter. Alors il y a différents châteaux, notamment il y a le château des Veilleurs de Ponferrada. Alors, le château de Ponferrada, qui est peu connu, hein, c'est une forteresse qui se trouve sur la ville de Ponferrada, dans la province de Léon, au nord-est, en fait, de l'Espagne. Bon, là, on peut parler de château en Espagne, pour le coup, c'en est vraiment un. Et donc, elle a été construite par les Templiers sur une colline située à l'endroit où le Boeza rejoint le Cid. Alors, dès 1178, les Templiers s'installent le long du chemin de Saint-Jacques, donc c'est sur concession des rois de Léon. Et la forteresse de Ponferrada donc, est l'une des principales implantations. Elle participe notamment à des actions militaires, la colonisation de l'ordre du Temple, lors de la Reconquista. Or, le château a seulement été en 1924 un peu inscrit au patrimoine, on va dire, national. Donc, ça fait partie d'un des châteaux des veilleurs templiers, qui est assez peu connu et reviendra après sur le côté espagnol, en fait, de la résurgence templier. Alors, il y a plusieurs, on va dire, résurgences, hein, les principales. Les principales légendes de la résurgence commencent donc après les dissolutions en 1314. Il y a la filiation de Beaujeu. Alors, selon un certain document, Jacques de Molay, quelques jours avant sa mort, confia la tâche à François de Beaujeu, qui était un des membres de l'ordre, de récupérer un écrin de cristal. Et donc, de Molay aurait initié Beaujeu et lui aurait confié la mission donc, de la survie du temple. Et quand Jacques de Molay mourut, Beaujeu réunit 9 chevaliers de l'ordre rescapés de la rafle et ils auraient juré de maintenir l'ordre en vie. Ensuite, il y a la filiation d'Aumont. Au soir du 18 mars 1314, Aumont et 7 autres chevaliers auraient récupéré les sangs de Jacques de Molay et crié les mots de Mac Bénard, en jurant de venger l'ordre. Aumont alors se serait rendu en Écosse et sur l'île de Mull, il aurait été désigné comme nouveau grand maître de l'ordre le 24 juin 1315. Donc ce noyau de Templiers sera à l'origine en fait de la constitution de la loge maçonnique Hérédom ou Sainte Maison. En troisième, il y a la filiation l'Arménius. Alors cette légende est propagée par l'abbé Grégoire, par Sédir et Clio. L'Arménius, qui est commandeur de Jérusalem, aurait été désigné par Molay comme futur grand maître. L'ordre d'ailleurs serait resté dans l'ombre jusqu'en 1808 avec la résurgence officielle orchestrée par Fabré Palabra. En quatrième, il y a la filiation de Geoffroy de Gonneville. Désigné par Molay comme successeur, il aurait réuni un chapitre en Dalmatie, puis serait parti en Asie centrale au Perse-Thrace. Ensuite, il y a 1318, où il y a Dante, donc d'Alighieri, qui termine à cette époque la Divine Comédie.
donc l'enfer, le purgatoire, le paradis, et il fait allusion à plusieurs reprises aux Templiers, à leur martyre, leur résurgence, et là on voit qu'il y a l'idée des blancs manteaux. Et surtout, Guido Cavalcanti et Pic de la Miradol auraient fait partie des filets d'amour. Cette confrérie secrète, à l'écart des luttes fratricides, en fait, qui opposait les Guelfes, partisans du pape, les Ghibelins, partisans d'empereurs, ainsi que la ville de Florence. On connaît en Florence ces églises particulières très importantes en fait dans tout ce qui est l'ésotérisme secret. Alors quand les terribles guelfes noirs prendront le pouvoir à Florence en 1302, quand Dante sera au à bord, malheureusement, il quitte la ville et on ne le reverra jamais. En 1737, donc on avance dans le temps, il y a le discours donc, du chevalier Ramsay. Donc on est le 21 mars 1737, le chevalier Ramsay prononce à Paris un discours qui constitue encore la charte officieuse de l'écossisme en France. Ramsay donc introduisait des croisés de l'histoire maçonnique. Il serait donc entré en société pour rétablir les temps des chrétiens dans la Terre Sainte. Et il se sera engagé par serment à employer leurs talents, leurs biens pour amener en fait l'architecture à sa primitive institution. Alors il faut savoir que de la Terre Sainte, en fait, l'ordre maçonnique aurait été introduit en Écosse, d'où les grades dits écossais. Cette filiation entre la chevalerie et les Lumières, les croisades, l'Écosse et l'art royal contribue en fait à détacher l'ordre de ses bases andersoniennes. En 1756, il y a la stricte observance templière en Allemagne, et là c'est le baron von Grund. En 1743, donc ce baron, qui aurait été un maçon allemand, aurait été donc initié à des hauts grades templiers par un dignitaire écossais, Charles-Édouard Stuart, qui est le charge au fait de développer le système templier sur le continent. Donc cette filiation templière écossaise en fait provient du persistant de l'ordre du Temple à travers donc la création, grâce à Robert Bruce, premier roi d'Écosse, de l'ordre du Chardon, qui accueillait en fait les Templiers français en exil lors de la dissolution du Temple par Philippe le Bel. Alors de retour en Allemagne, le baron de Hum crée en 1756 donc la stricte observance templière, la SOT, ainsi nommée parce qu'en fait il y avait une discipline rigoureuse qui régnait et elle se réclamait de l'héritage templier. Alors ce régime, en fait, donc l'organisation de l'ensemble des graves se développe largement en fait en Allemagne, en Scandinavie, et il recoupe parmi les loges d'origine anglaise en fait, qui devient ensuite rectifié, modifiant leur statut pour me mettre au nouveau grade en fait, Templier, maître écossais de Saint-André, novice et Templier puis grand Bambofès, de faire suite donc aux 3 grades habituels de la maçonnerie, donc apprenti, compagnon, maître. En 1761, il est apparition à Metz du grade du grand inspecteur avant élu chevalier Cadoche, au sein des hauts grades du rite de perfection. 1774 jusqu'à 1782, il y a l'apparition de tout ce côté de l'apparition du rite écossais, donc RER. Donc, on voit qu'il y a 4 systèmes, la maçonnerie symbolique, dite bleue, avec les 3 degrés, l'écossisme de l'époque, 18e siècle. Les chevaliers sont élus Coël de l'univers, avec Martinez de Pasquali, en 1754. Et puis la SOT, la stricte observance templière, donc cet ordre germanique qui aurait été importé en France en 1774. Et alors la synthèse de tout ça, c'est Jean-Baptiste Villermoz, qui, au travers en fait de péripéties historiques, aurait réalisé en fait l'ensemble du convent des Gaules à Lyon en 1778. Alors bien plus tard, donc en 1808, lors du temple à Barec, donc Bernard Fabré Palatra. En 1890, il y a l'ordre catholique de la Rose-Croix, du Temple et du Graal, et là c'est Joséphin Péladan, qui est très connu dans le milieu ésotérique, lié au Graal. En 1905, là il y a une résurgence, mais qui est plutôt négative, puisque c'est l'ordre du Temple, là c'est en Allemagne, en fait c'est le fondateur Lanz von Diemenfels, fondateur de la revue Ostara, qui inspirera bien sûr par la suite les mouvements à partir des années 70 en France, la Nouvelle Droite de Benoît, le GRES, donc le groupement de recherche des études pour la civilisation européenne, le Club de l'horloge, bien sûr, et par la suite de Matin des magiciens, de Pauwels et Berger. Et puis, on voit par la suite avec Bergier, c'est la revue donc, Nouvelle École et l'idée nominaliste. Donc là, c'est en fait cette région germanique qui habite
à un autre courant en France, la Nouvelle Droite. 1904, c'est l'Ordre du Temple rénové, c'est René Guénon, donc qui est aussi très connu dans le côté de la résurgence templière, par la suite, et de ce côté ésotérique. En 1945, c'est l'Ordre souverain militaire du Temple de Jérusalem. Et puis en juin 52, c'est cette résurgence templière d'Argy. Et en 1959, justement, elle prend le nom d'OTS, et c'est pas la même du tout que ce qui va se passer par la suite avec le sinistre OTF. En juin 66, c'est l'élection du premier grand maître donc de cet ordre, Jean Lucas. Et puis donc ça devient l'OSTS, l'ordre souverain du Temple solaire, qui n'a rien à voir avec l'OTS par la suite. La fin de la résurgence, en fait, apparaît par 1965. En 1962, il y a le souvenir templier, donc à Boulogne. Et donc là, c'est Philippe Ancos et Robert Robelin, donc je vous dis qui a un peu rectifié le Memphis Mizraïm. Et d'ailleurs, Robert Robelin, qu'on peut retrouver souvent dans l'idée de Reine des Châteaux, en 1970, puisqu'il a écrit le mortel secret des Templiers, où il parle des deux Jésus, donc dans l'idée de Reine des Châteaux. En 1963, il s'agit là de la nouvelle observance templière à Nice, et c'est Alfred Bison, ces fameux veilleurs, l'île des veilleurs. Et là, on peut rejoindre en fait Gérard Couette et aussi Jimmy Dieu avec Laure Beauvert, puisque c'est la commanderie de Montfort-sur-Argent. Donc là, on est dans cette lignée, comme Eridan d'Astor le dit, c'est le Var et le miroir de l'autre. Puisqu'il y a des appointances, avec Comte-sur-Artuby, avec Procéjo. Ensuite, en 70, c'est l'ordre rénové du Temple, l'ORT, donc à Chartres, avec donc l'aval de Ralph Chaen-Demis dans la Borde. Donc Raymond Bernard fonde de l'ORT. Là, c'est l'ordre rénové du Temple. Ensuite, il y a, toujours à cette même période, au Portugal aussi, il y a un autre ordre, l'Ordo Superius Templi. Et puis, il y a une scission en fait au sein d'un ordre qui s'appelle la OSNTJ. Et là, il y a la OSNTH, qui arrive par la suite. Alors, en avril 1971, c'est Raymond Bernard qui abandonne la présidence de l'ORT. Il est remplacé donc à cette fonction par Julien Origas, au grand sénéchal de l'ordre. Ensuite, il y a Desprades, donc quelqu'un d'assez important aussi en 1970, puisqu'il s'agit de l'ordre de la Ligue des Templiers modernes de Jérusalem. Raymond Bernard, en 1971, se retire, on va dire, du conseil d'administration de l'ORT et toutes ses activités au sein du mouvement. Julien Origas, donc, alias Humbert de Frankensburg, qui devient le grand maître de l'ORT. En 1972, Raymond Bernard démissionne de l'ORT, et tout lien entre l'ORT et la BORC est officiellement définitivement rompu. Mais c'était plutôt une manière de courir un peu là, de protéger en fait la BORC. En 1972, il s'agit de Roger Caro, donc l'église templière effrénée de la Rose-Croix, donc les FARC, rien à voir avec l'Amérique du Sud, à Saint-Cyr-sur-Mer. Le collège templier, donc, à Cahuire-Cuire, et là, il s'agit de Jean Soucas et Paul Soucas, et d'ailleurs, en parallèle du château d'Arly, peut-être pour le protéger, ils ont fait à 15 km donc certains rites, on va dire, au château de Soulaconatz, qui est en miroir Brichon. Peut-être pour protéger, ça peu de gens le savent. En 1973, lors des meilleurs du Temple, donc le Militia Templi à Montpellier, d'ailleurs, quand j'avais fait conférence l'année dernière, ils étaient venus spécialement pour prendre sur ce sujet des layers. Et là, ça a été fondé par Metsch, Damdan et Kermazer. Donc en 1973, en fait, 650 ans après le chapitre de Dalmatie, alors de voir la filiation de Geoffroy de Bonneville, l'ordre du Temple ressurgit à l'aube du 3e millénaire, donc sous l'appellation des filles d'Amour, dont on parlait avec Dante tout à l'heure. Donc là, c'est l'OVDT qui apparaît donc lors des veilleurs du Temple, donc c'est le tireur de la Militia Templi. Et là, pendant 9 ans, en fait, l'ordre des veilleurs du Temple met en place des structures, des enseignements, jusqu'en 1982, où là, ils apparaissent au grand jour. Et c'est cette même année, en fait, qu'a eu lieu, lors d'un conclave, l'élection du 23e grand maître de l'ordre du Temple.
En 76, il s'agit là du Cercle du Temple du Saint Graal, fondation donc par Noël et Jean-Marie Marant. Alors il y a des drôles, il y a des ordres aussi assez étranges, hein, parce qu'en 78, il y a l'ordre du Temple cosmique. Il n'y a pas que la prise de Gopi, il y a les ordres du Temple cosmique aussi. Et là, il y a une scission en fait après au monde de l'OSTS. Toujours la même année, il s'agit de la Fraternité Ioannite pour la résurgence templière. Et là, il s'agit d'une association entre Jean-Marie Parent et Roger Facon. Roger Facon, qui est connu aussi des milieux de Rennes-le-Château. Donc, il crée en 78 cette Fraternité Ioannite pour la résurgence templière. Et on retrouvera Roger Facon plus tard. En 83, c'est Luc Jouret, donc, qui est installé par Julien Aurigas à la fonction du combat de l'ordre, de l'ORT, mais il n'aura aucune fonction administrative de l'ordre. Il sera débarqué par la veuve, en fait, Aurigas, quand il mourra. 1984, là, c'est l'apparition de l'OICTS, donc Ordre international chevalier des traditions solaires, fondé par Jouret et donc il a leur TLS aussi, Ordre tradition solaire. Et là, il y a une scission donc du coup avec le RT, parce qu'ils fondent leur ordre néo-templier, qui va avoir sinistre mémoire. 184, donc, c'est l'ordre de chevalier du Temple du Christ de Notre-Dame à Louveciennes. Et là, c'est Bernard Delatte. En 88, il y a l'ordre souverain du Temple initiatique à Paris. Et donc, ce fameux Raymond Bernard, il fonde le CIRCES. Et donc là, c'est le Cercle international de recherche culturelle et spirituelle. Et puis, l'OSTI, donc l'ordre souverain du Temple initiatique. Alors, le CIRCES, j'ai une image ici. Voilà. Voilà Raymond Bernard. Qu'est-ce que le CIRCES? Il présente l'organisation de cette affiliation Newton. En 1990, l'OCITS prend justement le nom de l'ordre du Temple solaire, OTS. En 92, c'est l'ordre des meilleurs du Temple, donc il se dote d'une structure appelée Ordre du Temple international, au Militia Templi, pour fédérer en fait les ordres frères des différents pays européens. Et puis alors là, on passe à la stricte observance templière, parce qu'elle renaît, elle est toujours là en fait depuis 1756, elle continue. Et là, c'est la SOT contemporaine, donc qui est préparée par un cercle d'études dont les membres en fait se réalisent régulièrement depuis 1993. Et donc la SOT contemporaine se divise en deux entités. Il y a le Pléso, qui est la grande loge écossaise de stricte observance, et l'Oiseau, qui est l'ordre élu de la stricte observance templière. Alors très discrètement, en 2005, ça n'a pas été publié sur aucun site, sur le site du Vatican, Benoît XVI a envoyé début novembre 2005 un courrier regrettant et s'excusant pour les torts commis par Clément V à l'égard des Templiers, accordant le droit à l'organisation néo-templière allemande Sommetz, dirigée par le grand maître Bernd Sentek, de porter à nouveau le nom de Templier et de figurer dans les alliances officielles comme ordre international des Templiers, avec la bénédiction papale. Mais le Vatican a officiellement désavoué la nouvelle le 19 décembre 2005, assurant que les documents avaient été falsifiés. Donc, à savoir ce qui est le vrai du faux. On verra peut-être des réponses plus tard. Alors, il y a un livre que je conseille qui a été fait donc par le Collège Templier. Et il s'agit de Révélation templière vers le règne de Saint-Esprit. Et c'est un livre fait par l'édition Derby. Donc, je le montre ici. Et donc là, c'est un livre du Collège Templier. Alors, là, on va passer à un des châteaux des veilleurs. Et là, on est en 1952. Alors, le veilleur est entouré donc d'émissaires maçons, notamment la Grande Loge nationale de français, la GNF, et qui veulent en fait une résurgence. Alors, convaincus de cette renaissance, un millier de frères, férus de rite templier, quittent la GNF et donnent naissance à une nouvelle obédience, la loge Westminster Opéra.
Alors les services secrets, y compris la SDSE, l'ancêtre de la DGSE, s'intéressent de près donc à cette renaissance templière, puisqu'elle est baptisée donc OSTS. Et en fait, le terme de moine soldat s'est approprié, puisque là on est dans une croisade, on va dire, anticommuniste. Et donc il y a, dans ce sens-là, une résurgence qui est liée au réseau gaulliste, en fait. Oui, j'y reviendrai. En fait, l'adhésion à la GNF contribue en fait à anesthésier en fait certains paysans, puisque certaines commandes sont faites par rapport au BRGM, le Bureau de recherche géologique et minière, puisqu'il y a certaines choses qu'ils cherchent dans les minerais. Et donc, l'ancien et mystique ordre de la Rose-Croix à Dorque, initié par le veilleur templier, donc Raymond Bernard, il devient le grand maître donc, des loges rosicruciennes francophones en 59, un an après le retour de De Gaulle. Et en jugé en fait par l'influence qu'il a sur un certain nombre de chefs d'État, le titre équivalait à un statut de grand sorcier africain, France-africain. Est-ce qu'en fait, cette résurgence templière aboutit à la France-Afrique? Et puis pour t'aider après avec l'affaire Elf ou ce genre de choses. Donc l'ordre souverain militant octobre de Jérusalem, donc l'OSNTJ, dans cette même lignée, puisque c'est en quelque sorte une multination d'ésotérisme. Et on voit dans 70, les autres de Charlie Lascors, proche de Charles Pasqua, du SAC, service d'action civique, organisent un putsch au sein de l'OSNTJ, parce que tout pays, en fait, parce que il y a quelque chose de politique, en fait, dans le néo-templarisme. Alors, il y a les barnous du service d'action civique, du SAC, n'auront de cesse d'infiltrer les commandés de l'ordre. L'OSNTJ européenne dépend de l'OSNTJ américaine, celle-ci infiltrée par la CIA, parce que jugée à périph' favorable aux thèses de l'armée, il existe même une commanderie militaire française OTAN des chevaliers templiers de Jérusalem, liés à l'OSNTJ. Donc là, on peut parler vraiment de moines soldats, qui sont très établis dans les milieux de la défense nationale. Alors, après, justement, en 83, naît la Golden Way, donc par Di Monroe, et cet ancien donc grand maître Imois de la Rose-Croix était en lien avec des membres de la loge P2. On connaît la loge P2 pour ses acquaintances avec certaines dérives mafieuses. Au moins 72 membres de l'OTS ont été rosicruciens. Jouret est un ancien membre de la GNF Opéra et l'Ordre du Temps fondé par Raymond Bernard. Jouret qui était lié donc au service secret belge, sponsorisé par l'OTAN, et l'une des plus grosses institutions financières canadiennes, donc la Caisse de retraite Hydro-Québec, a été noyautée par l'OTS, qui n'a pas perdu tous ses relais dans la finance française. Alors, la dotée de l'OTS, en fait, s'inspire directement de celle de la Rose-Croix, avec une méthode, on va dire, spirituelle, visant à influencer les grands dirigeants d'Internet. On va dire que l'ordre du temps de Fédate est une caricature tragique, en fait, de ces organisations à tiroirs, qui comportent, en fait, divers degrés d'initiation, entretiennent rotondes de caches secrètes, et puis même, on pourrait dire que le commandant, par exemple, de police, Gilbert Houvenagel, qui a dirigé l'enquête sur l'affaire OTS dans le Vercors, il laisse entendre que dans son rapport de synthèse, eh bien, le chef d'orchestre de OTS ne pourrait très bien être, non pas Dimon Bourne, mais Raymond Bernard. Ce dernier n'a pas été inculpé. Le seul qui a été inquiété, on va dire, c'est Michel Tamajnik, qui était l'auteur des textes initiatiques de l'Archer. On verra plus tard. L'Archer, en fait, est une résultante directe. L'Archer est en fait une copie, mauvaise ou non, mais copie du travail du veilleur. Pour que ce sont les hautes études solaires. Finalement, il a acquitté au terme d'un procès des eaux. Alors Raymond Bernard, il fait un lien étonnant, on va dire, à toutes ces nébuleuses, parce qu'il est presque dans tous les organigrammes. Donc il se dit membre de la Loge de France, mais il a surtout appartenu à la GNF, Opéra. Il est membre de la Morque. Enfin, il est un peu dans tous les organigrammes, et surtout ces organisations. Elles se plaisent en fait à brouiller les pistes, à changer de nom, à multiplier certains intérieurs accessibles aux initiés. Raymond Bernard a influencé, initié nombre d'INTECA, les présidents, dont certains sont devenus chefs d'État. Omar Bongo, Paul Biya sont des rosicruciens d'autoir. Donc, ils font du CRC 188 peut-être pour justement unifier tout cela. Il faut savoir qu'une bonne partie de l'argent venait des recettes pétrolières avec Cap Brut.
parce qu'elles étaient ponctionnées en réalité. Donc c'est là que naît en fait c'est le fameux France-Afrique. Donc Raymond Bernard, on l'appelle aussi le Saar Rosenkreuz. Alors, il faut savoir que le veilleur donc, se lie d'amitié avec Robert Desnos. Il s'est engagé en fait dans une quête initiatique qui est sans doute à l'origine des ordres néo-templiers actuels. Et c'est lors de pratiques ésotériques, on va dire dites de théurgiques, qu'on ressent une présence templière. Dans le château des veilleurs, il y a pas mal de choses qui se passent et on reviendra dessus. En tout cas, dans Raymond Bernard, il recrute tout naturellement dans les rangs de la Broque. Il devient on va dire l'ordre rénové du Temple, en fait, devient le premier ordre néo-templier pendant important, numéralement parlant, vraiment structuré, puisque tant par ses aspects matériels et pratiques que dans ses fondements ésotériques, puisqu'il y a au moins 2000 membres. Il y a une vingtaine de calendriers de maison, le bulletin de Légion interne, les nouvelles templières. Et ce fameux Aurigas dont on parlait tout à l'heure, sous la demande extraite de Ralph Lewis, impérateur de la Morque, on le semble de clarifier sa position au sein des deux structures. Donc Aurigas, qui était rosicrucien, déjà présent en fait dans la mouvance occulte réunie au château des Veilleurs, est dans cet organigramme. Alors, Aurigas est invité à donner des conférences à la Fondation Goldenboy, donc à Genève, et c'est là que Jourdain Monroe intègre l'ORT. Et là, il décide de faire rentrer, on va dire, malproprement dans l'ère du Verseau, le transit vers Sirius. On ne sait pas quelle affaire de style. Les manœuvres de sédition provoquent l'alarme et le désarroi des proches de Julien Aurigas. Et lorsque Jourdain, en fait, succède à son tour à Julien Aurigas, l'ORT donc vit en son sein des querelles fratricides, d'où le mettra justement en 84 ce fameux ordre chevaleresque international tradition stellaire, l'OICTS. Alors je vais vous montrer ici Julien Aurigas. Le voici, le voilà. Et revenir. Alors, l'ORT, donc, actuellement, reste bien vivant et propose, on va dire, une option néo-templaire pacifique, sacrétiste, donc c'est l'ordre des du Temple. Et ils sont venus avec certaines brochures, justement, à Rennes-la-Château, des Pins, ils avaient distribué ceci. Donc, pour faire une réunification, en fait, donc les ordres des Veilleurs du Temple, un projet qui s'appelait ACTI, donc Alliance Chevalerie Templière Internationale. Alors maintenant, je vais vous conter certaines expériences et communications de la Templière au château des Veilleurs, donc ainsi que celle de mon grand-père Dithieu, donc qui, avec son travail avec le Veilleur en 1960, il devient en fait le 24e membre de la CRIT. Il fait connaître donc le livre solaire et donne des cours d'explication de l'œuvre de 1960 à 62 au 34 rue Godot de Morois, à Paris, dans les locaux de Gîtes de France. Il est donc initiateur, sous le pseudonyme de Michel Tarpos, dans le livre de Patricia Naré, donc le Templier Madi, il est comme guide templier, donc dans le livre de Templier Madi et la révélation des Templiers. Alors mon père aussi, Christian, Jean de Thieu, Saïdeur Templier, Ozo, alias Ruth Garano, ça travaille également avec le Veilleur au sein de Tepo, à partir de 1980. Et au sein de Théo, on pouvait voir qu'il y avait l'actrice Mireille d'Arc au premier rang, dans les ateliers. Alors moi, j'ai assisté tout petit. Mes parents avaient assisté aussi à ces réunions. Alors, Jean-Baptiste Widerhaus, qui est un maçon français important, dans la constitution des systèmes de haut grade maçonnique, le rite ancien accepté, en France et en Allemagne, sa sœur, donc, Madame Provençal, était propriétaire du lieu d'Arry. Il y a donc eu des expériences occultes qui remontent avant 1800. Et selon un récit légendaire, le grand maître de l'ordre du Temple, Jacques de Molay,
aurait reçu dans sa prison son neveu, Guichard de Beaujeu, pour lui demander de dissimuler le trésor des Templiers argent. Alors on va montrer ici donc un document d'époque, il s'agit de Charivari, ce fameux Charivari des trésors templiers. On voit donc le château d'Arrilly. Et donc là, c'était un reportage qui avait été fait par Jean-Luc Chevrier. Alors, en 1745, justement, le texte de l'allemand Schiffmann, Il Freimersel in Frankreich, laisse supposer que le trésor du Temple serait enfoui à Angers, puisqu'il y a des roches métamorphiques du lieu qui donneraient lieu à des transmutations alchimiques. Ce lieu est en lui-même donc un haut lieu tellurique. Il y a eu des opérations particulières. Justement, mon grand-père Dithieu avait emmené en 1993 Patrick Gorishthaler, donc alchimiste de renom, pour faire certaines expériences à ce lieu avec Georges Comte. Georges Comte qui est connu dans les milieux d'Arnay Château, du trésor, le documentaire du Trésor au vertige, et également sur les arêtes de poissons. Il a fait beaucoup de travaux avec Gorishthaler sur les épopées alchimiques. Et donc tous les trois, mon grand-père les avait emmenés pour faire certaines actions. Alors il faut savoir que maintenant le château est privé. Et il est protégé, il est privé, et on n'y a pas comme ça. De toute façon, il se place plus rien actuellement. C'était une époque passée. Alors, l'association Prasad, c'est assez drôle quand même, dirigée par Guy Chagot, travaille donc à la restauration de ce château, donc l'Arger, dans les années 70. Et puis bon, il y a eu des opérations, c'est là que naît la résurgence templière d'Argénie. Est-ce qu'il y a un Montbarreau, il y a tout cela, il y a lors du millième matin, il y a ce qu'on appelle des opérations qui ont été faites à partir des années 52, à la région Jourdain. Maintenant, on va parler d'un autre château, le château des Veilleurs. Alors, peut-être est-il en Espagne. On parlait des châteaux de Ponferrada. Mais il y a un groupe des Veilleurs. Alors, le groupe des Veilleurs, donc, il s'agit de Monsieur Michon, propriétaire des chapelles templières. Il y a Maxime de Roquemort. On en parle beaucoup actuellement, puisque c'est avec le livre donc, des Templiers Opérations de Jean-Patrick Courtin, donc, qui d'ailleurs organise ce cycle de conférences à Rennes des Châteaux, avec la mairie, et qui donc met en avant justement ce Maxime de Roquemort dont personne ne parlait avant. Les seuls qui en parlaient, c'était justement mon grand-père Kithieu, qui a très bien connu toutes ces personnes-là. Mais c'est un peu pisse poisson. Alors, il y avait aussi le cinéaste Claude Cariven, qui voulait faire un scénario sur ce château. Il y avait les pharmaciens Monsieur et Madame Roux, qui financent donc le premier livre solaire du Veilleur en 59. Bon, c'est l'édition Histoire et Tradition. Il y a la société donc d'études philosophiques solaires, Monsieur Champion, un industriel parisien, Edmond Sadoul, écrivain et philosophe, auteur du Traité de philosophie luciférienne, ainsi que René Paul Guillot, auteur d'un ouvrage sur Philippe de Lyon, mais on va dire que c'est surtout par rapport à Marcel de Vago, surnommé Vieux Cap, qui veut faire un article de tourisme en fait sur ce château. Alors le Veilleur le reconnaît aussitôt comme étant un acteur très important en devenir pour les communications avec les Templiers. Le livre de Patrice Sanaré, on est tout à fait là-dedans, sauf que ça s'est fait dans les années 50. Donc le Veilleur reconnaît aussitôt comme un acteur important. Marcel se présente, ou Marcel de Mordemabo, se représente alchimiquement le mercure. Le Veilleur le sel, puisqu'il a l'ouverture avec tous les plans. En janvier 53, va se faire donc une rencontre entre Maxime de Roquemort, qui est un érudit ayant participé à une campagne de fouilles archéologiques au Maroc en 1908, et il est responsable pendant la Seconde Guerre mondiale du contre-espionnage dans la Méditerranée occidentale. Pas rigolo. Qui a participé également à l'opération Torche du débarquement dans les Alliés. Ce dernier donc a une transmission néo-templière et il rencontre le Veilleur pour former via cette résurgence particulière. Et ils vont former en fait un grand triangle magistral des communications qui commence en 53.
Donc, Maxime de Roquefort représente le suffrage, puisqu'il a toutes les connaissances ésotériques de toutes les traditions, et qui sera présenté donc dans le premier texte solaire. Et les indications contenues dans ce livre sont celles des archimèdes de la crypte. Alors, la signification de la crypte, il y en a plusieurs. On va dire que c'est aussi un rite, mais c'est aussi un dieu. Il y a un rite où, en fait, il y a un appel justement aux salamandres, aux gnomes, aux sylphes, l'appel de la Vierge, la conjuration des cartes, et l'appel à solo. Quand l'ensemble de tout ce rituel est fait par l'opérant, à ce moment-là, une ouverture des plans se fait, et le contact opère avec les archimèdes qui sont évoqués dans le livre solaire. Alors, les différents archimèdes, il y en a plusieurs, parce que donc, ces archimèdes qui étaient au sein, justement, des contacts templiers, par le veilleur, on va les citer. Alors, il y a Abolus de Thiane, évoqué par Eliphas Lévy, Thomas, qui est le garde personnel, et le guide du veilleur, Roger Bacon, saint Thomas d'Aquin, Raymond Lull, saint Bernard de Clairvaux, saint Renaud, et Don Carlos Maciaronda. Là, c'est la région templière espagnole, la caverne espagnole, dont je reviendrai dessus, dont parle Jean-Patrick Pontal dans son dernier livre. Jacques Molay, à ne pas confondre avec Jacques de Molay. Et enfin, Maître Philippe de Lioux. Donc là, il s'agit de communications théurgiques qui ont une importance considérable sur l'avenir de la France et l'Europe. Mais à un moment donné, les communications ont été arrêtées en 65 et elles ont donné rendez-vous au Mans dans 30 ans. Parce qu'ils n'étaient pas sages, ils n'étaient pas assez sages. Ils demandaient des choses de la vie courante et ça n'allait pas, ils n'étaient pas d'accord. Donc on leur a dit, dans 30 ans vous revenez, c'est le tort du temps, pour eux 30 ans ce n'est pas grand-chose. Et donc là, c'est là qu'à ce moment-là, des ordres néo-templiers se seront formés. Les uns pour le veilleur, les uns contre, les uns ou entre les deux. L'ORT, l'OSTS et tout ça. Alors, c'est ça que lors des communications à ce château des Aïeux, il y a des phénomènes lumineux qui se montrent en fait sur les joints des pierres de la tour de l'ermite qui travaille dans la tour renversée. Et tout autour du château, la nuit, les hiboux, les grenouilles d'habitude, les crapauds, on les entend. Et là, il y a comme un effet dose, en fait, un effet où il n'y a plus de bruit, plus un seul bruit au moment où il y a les communications qui se font. Il y a même des bouts de plasma violet qui passent des ouvertures, supérieurs au donjon, sortent, rentrent. Et même une personne habitant à quelques kilomètres voit des phénomènes de type OVNI. Et qui sont sur la terrasse avec des globes de billard d'or. Il faut savoir que la NASA s'intéresse aussi à ce château. En 1960, donc mon grand-père est géophysicien et Dithieu, représentant des Fresnel d'Arroscroix, des Fartes, commence à travailler ensemble donc à ce château auprès de l'alchimiste Eugène Cancelier, auteur d'une phrase célèbre, c'est « il n'y a rien de plus réel que merveilleux ». Eugène Cancelier qui était un grand alchimiste, qui se disait donc l'ENEM de Fulcanelli. Alors Fulcanelli, on sait bien que c'est peut-être un groupe, il y a Jean-Julien Champagne, le mystère des cathédrales. Et enfin, il s'associe avec Gérard Couette, mon grand-père bien connu, propriétaire de la Cordée Tempère de Danfort-sur-Argent, donc dans le Var. Et puis il y a Roger Caro. Et tous ensemble, ils vont à ce château des Veilleurs. Et puis dans une de communication apparaît la nuit un S barré sur la tour renversée. Et là, il y a un phénomène lumineux qui apparaît, une flèche qui traverse le S comme un trait, et qui figure sur le blason du château. Alors dans les communications, une nuit, à l'extérieur du château, apparaît le miroir du donjon comme une tour de lumière rouge qui tourne lentement sur elle-même. Et l'indication, en fait, fut en quelque sorte un tour de feu similaire à la colonne de feu des Hébreux, quand ils ont traversé la mer Rouge. Et pendant 400 km, ils suivent cette colonne, en fait, jusqu'à Saint-Didier en Dévoluy, un lieu appelé Bagicon, qui est une contraction de Jacques. Et là, à cet endroit, il y avait une église du Xe siècle qui a été construite par les Templiers, dont la commanderie secrète se trouvait à quelques centaines de mètres de là, et complètement en ruine, et sur la porte d'entrée, en fait, se trouvait une pierre qui n'était pas d'un réseau. Et sur cette pierre, il y avait 3 signes. Au centre, Jupiter, à droite, le Soleil, et à gauche, David. Il s'agissait, en fait, du lieu des évocations. Et ce que les communications ont dit de reprendre le lieu. Jean Roux, donc,
qui était membre de Histoire et Tradition, s'est porté acquéreur pour la reconstitution et donc mon grand-père a aussi participé par la suite à plusieurs opérations là-bas, surtout en 1963. Et là, ils ont obtenu en fait des zones de lumière de 50 centimètres de haut, 30 centimètres de large lors des évocations, mais il n'y avait pas d'électricité à cet endroit. La nuit, pendant quelques secondes, le lieu pouvait être éclairé par un bleu électrique puissant dans toutes les pièces. Les couloirs, les escaliers étaient nimbés de couleur bleue. Donc en fait, le veilleur, par la suite, après 1965, il se désolidarise donc, de tous les mouvements néo-templiers. À la suite des codifications 65, il se retire à Neuilly, il opère seul dans une crypte souterraine, fait sa propre crypte, il travaille sa pierre, on va dire. Dans l'appartement, donc, il continuera à faire une alchimie opérative, il obtiendra par distillation fractionnée du liquide, en fait, qui vont l'aider pendant pratiquement 14 ans à soigner son cancer de la vessie. Il fondera ensuite donc le petit groupe Théo, et puis il meurt en 96. Ce qui s'est passé aussi, c'est que avant son décès, Maxime de Roquemaure et tous ceux qui étaient autour de lui ont demandé à plusieurs reprises aux hauts templiers désincarnés s'ils étaient d'accord pour que le veilleur reçoive les messages et soit l'intercesseur direct. Et les archimètres ont répondu tous par l'affirmative à chaque fois. Alors malgré une grande incompréhension de son œuvre dans le milieu maçonnique, il a quand même pu faire un exposé de son travail à la Grande Loge de France, dans la chapelle Grand Temple de Franklin Roosevelt, devant 400 personnes, et c'était organisé par la tradition écossaise de Pierre de Pierre. Et puis, par la suite, je reviens donc en 60. Là. En fait, ce qui s'est passé pour Bampectius, c'est qu'il revenait d'une mission en géophysique d'Autriche, et il reçoit un livre, en fait, dans des circonstances tout à fait particulières, puisque personne ne sait qu'il est à cet hôtel, il revient de mission, et dans sa chambre d'hôtel, à Tomobo, il trouve un livre, on lui remet un livre, on lui convie de rencontrer l'auteur, de s'adresser donc au Cercle républicain, au 5 avenue de l'Opéra à Paris. Il y rencontre alors Vincent Plante, qui se trouve être justement ce grand maître de la GNF Opéra. Ce dernier lui envoie aller voir Pierre de Ribeaucourt, donc le père d'Édouard, qui se trouve à Port-Royal. Et à peine arrivé, on lui dit « Avant t'attendais, je suis le 24e membre de la PIT. » C'était les derniers membres. Il est le dernier membre donc, actuellement, il a 93 ans, qui vit actuellement témoin de cette époque. Donc, il tue alias les Cheddards. Alors, il y a une légende, ce qu'on appelle la belle histoire, qu'elle avait raconté mon grand-père. C'était le seul à pas être au courant. Jean a repris cette histoire-là dans son livre, le dernier. La belle histoire, c'est que le veilleur, donc, il va à Sainte-Marie de la Mer, il tombe en panne d'un hameau, dans ce beau lieu, il n'y a pas de téléphone, il trouve personne, et puis la porte est ouverte, la maison semble ordonnée. Et puis il trouve une chambre où le lit est fait, et puis il décide d'y rester pour la nuit. Et là, dans la chambre, en fait, il y aurait des bruits dans l'armoire, et il regarde des tiroirs, il n'y a rien. Et puis il voit un journal qui s'appelle le Phare de Marseille. Il repose sur le journal, il pense qu'il n'y a rien, et puis tout d'un coup, les bruits recommencent. Et puis là, il ouvre le journal. Et là, il dit que le comte actuel du château des Veilleurs, en fait, fait des recherches trésoraires, qui auraient été arrêtées en 1932, que lui-même pense en faire, et puis on lui adjoint de travailler là-bas. On est prêt à l'accueillir, enfin, prêt à accueillir quelqu'un qui pourrait s'occuper, c'est un peu comme Roger Lemoy, qui est sa gardien du château. Et là, il devient gardien du château pendant 7 ans, finalement, avant 52. Dans la tour de l'Herbite. Là, c'est bon, l'Herbite dans la tour renversée, il vit donc assez chichement, il soigne les animaux, et il s'occupe un peu du château. Alors, en 1973, paraît un livre important, Le temps hors du temps. Là, c'est la médium Gabrielle Carmy, le 11 décembre 1966, qui a des visions d'un coffre et la lumière bleue électrique au-dessus du sol de la tour isolée du château des Veilleurs. Cette lumière donc, forme 2 dessins espacés d'environ 1,50 m, chacun d'eux comportant un S séparé par un intervalle, se trouvant dans la tour isolée. Alors dans ce coffre, il y avait des parchemins très importants liés aux Templiers. Alors Gabrielle Carmy n'est pas une inconnue, parce qu'en fait, elle est à l'origine, on va dire, du livre de Patricia d'Arrêt, puisque dans son grenier, elle tombe par hasard. Enfin, déjà, elle fait un rêve sur Jacques de Molay. Jacques de Molay, en fait, dans son rêve, lui idée de planter, de mettre un rosier rouge et un rosier blanc à chaque intersection de bord, puisqu'en fait, c'était pour un lieu sûr qu'on les Templiers, qu'ils puissent venir. Et elle monte dans son grenier,
Et elle tombe sur le livre, un petit livre rouge, Le Tord du Temps, chez J'ai lu. Il traitait là, et puis elle se rend compte qu'en fait, en le lisant, en ouvrant les pages, eh bien, Gabriel Carmy avait fait exactement le même rêve avec ce rosier rouge et blanc. Et là, elle se dit, ah là, il y a quelque chose. Et puis là, elle est contactée en fait par différentes personnes, GGM, hein, Guy Moreau, et après, putain, pour l'initiation. Alors, mes parents étaient membres de la Basselie, du Saint-Grace, et c'était donc justement, Gabriel Carmy, et ainsi que mon grand-père qui mais en tant qu'hôte. Masnic, elle a créé, donc, moi-même, j'ai été, mais tout petit, j'étais honte quand j'ai vu cette Masnic. Et donc, ce livre, en fait, hein, le Tord du Temps est très important, puisqu'il donne, en fait, cette source d'inspiration, donc, justement, on va dire, pour une résurgence actuelle, non, avec Patrice Talon, on peut parler vraiment de résurgence. Et puis, donc, à cette même époque, hein, il y a ce magazine, donc, Charivari, dirigé par Noël et Claude Jacquemart, qui publie des articles internes du Veilleur et de Gabriel Carmy, réalisé par Jean-Luc Chomeil, qui est le rédacteur en chef de la revue Pégase en 1973. Après, il est associé avec Anne-Michel Lallé, qui lui-même, Jean-Luc Chomeil, travaillait avec Daniel Réju, feu Daniel Réju, pour l'ère d'Aquarius. Puis ensuite, il a travaillé pour Pégase. Et alors, le 21 mars 1974, il y a une boule rouge qui s'est posée tout près la terrasse, la résidence proche de ce château des Veilleux. Alors, c'est là qu'en 1128, en plus, à ce château, c'est l'ordre templier qui devait partir pour s'épanouir, en fait, dans l'Europe occidentale. Alors, malheureusement, pour ce haut lieu, quand même, les couloirs aériens ont fait considérablement baisser la vibration du lieu, les communications. Et le Veilleur le disait déjà en sous-temps en 1972, puisqu'il s'est rendu compte qu'en 1952, il y avait quand même moins d'avions qu'actuellement, et ceci perturbe en fait le magnétisme. Ça brouille le subtil des éléments. Certaines expériences ont même été interrompues, car dans la strasse se produisait une déchirure. Et Eugène Cancelier, donc, décrit la même chose, parce que il y a des émissions d'ondes artificielles dans l'atmosphère, et ça rend très difficile la réalisation du grand œuvre. Parce qu'en fait, ces lieux, peut-être comme un château, d'autres lieux, les demeures philosophales, c'est pour réaliser en fait le grand œuvre. L'aimantation des plans, donc, consiste à saturer le lieu avec un magnétisme qui est descendu en une condition particulière et de concentration consistant à attirer en fait du lieu son énergie. Alors il y a également différents auteurs qui ont travaillé sur cette question. Il y a notamment Daniel Robin, dans un de ses derniers livres, Vitré, L'ordre inconnu des choses, qui traite aussi de cette affaire-là. Et puis aussi le livre Les Templiers de Nagartha, mais on va dire sous un nom romanesque initiatique. Alors je vais vous montrer différents livres du coup. Voilà, donc le Patriciada des Templiers m'a dit, la Révélation des Templiers, et enfin, voilà, Le Tord du Temps, dont on parlait tout à l'heure, de Gabriel Carmy, avec la médaille de Rampillon ici. Et enfin, voilà, le livre de Jean-Baptiste Portal, des Templiers Opération. Voilà, on peut avoir aussi, il explique un peu la résurgence, mais j'y reviendrai dessus. Et enfin, donc, je conseille aussi également Les Templiers de l'Agartha, donc de Daniel Robin, édition JMG, jamais sur grand. Il faut savoir que ces différents châteaux templiers, ces châteaux, on va dire, demeures philosophales, c'est un contact avec le plan directeur. On va dire que la réalité du monde des entités spirituelles sont en accord avec le plan directeur, c'est-à-dire une évolution de l'acte de conscience qui concerne toute l'humanité. Donc c'est pour ça qu'on parle aussi de mission sacrée de la France. Alors ceci dit, l'opération donc déclenchée par la publication du livre de Templier m'a dit, oui, c'est Razine dans la crypte, puisque cette structure en fait fondée par d'ailleurs est composée de 24 membres, dont j'ai parlé tout à l'heure.
Alors, il faut savoir qu'il y a une récupération de la crypte par les personnes matos. La crypte originelle de 52 n'a rien à voir avec le nom qui a été pris par d'autres. Il y a un virage en 58, et puis il y en a un autre en 82, et puis un autre encore en 91. Plusieurs sources, dont la source Villeron. Ce Villeron, en fait, faisait une enquête discrète en 94, il était policier lié au réseau Pasqua. Villeron enquêtait sur la crypte version 91. C'était donc lié à une loge de Toulon, et même lié justement au romanditisme et ce genre de choses. On est proche de la loge B2, ce genre de dérive. Donc, je tiens bien à dire que la loge originelle de 52 n'a rien à voir avec les suivantes, notamment cette loge de Toulon, donc 7-1, SETH1, est créée par le commissaire Blément. Il sévissait comme à la TST de Marseille avant de prendre sous son aile Gaëtan Zampa. Il passe même pour avoir fourni à ses amis du FBI et de la mafia le 3e plan de JFK. Il faut savoir c'est vraiment un égrégore particulier. La puissance des égrégores semble assez sérieuse, hein, surtout quand elle est nourrie, on va dire, d'un première froid des décès, on va dire, de l'OTS. On peut pas barrer d'ailleurs d'or templier véritablement, parce que ceux qui jouent ou utilisent ce terme populaire pour attirer, il semble qu'il y ait de force un égrégore autrement plus redoutable, en fait, derrière Pochon. Cette histoire devrait commencer bien avant 1952, parce que avant de devenir, on va dire, un haut lieu du néo-templarisme au château d'Arly, appartenait au père de Maronis de Bonspect, plus connu sous le nom de l'agent inconnu. Un dessin du château, daté de 1847, a été publié par Romer Amadou, qui est un haut ésotériste, dans le bulletin Martinis, numéro 3 et 4, donc de janvier à avril 1984. Fulcadelli charge Valentin Peist d'enquêter sur un aventurier nommé Breder, qui officie aussi dans un chapeau. Ce Breder était alchimiste souffleur. Et puis en 2022, la crypte, nouvelle version, refait surface avec cette loge varoise. Il faut savoir que dans les années 52, 58, puis dans les décennies 80 90, les patrons de la mort, de l'ERT, Opéra, qui invoquaient donc ces archimètres justement à différents châteaux. Certains étaient liés justement on peut parler des Compagnons de Bâle, cette série particulière des années 60. Et puis il y avait Jacques Foccart dans la. Roger Facon, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est lié, qui est très intéressé par les travaux de Fulcadelli, de René Château. Il avait dit une enquête parallèle. Il était aussi membre de la fraternité Yoalite en 78 avec Jean-Marie Parent. Et donc, il a été longuement entendu par la DCPI à l'époque, puis par le juge d'instruction Fontaine, auquel Jean-Luc Chaumet a été employé pour le spécialiste du mouvement néo-templier, et aussi des arches et les hautes études solaires de Thomas. Alors, Roger Facon a gêné, on va dire, une poignée de conseillers de ministre de l'Intérieur, mais bon, rien n'en est sorti. Il n'a pas eu plus d'informations par la suite, même s'il a sorti un certain livre sur les Templiers récemment. Il y avait plusieurs loges liées à cette crypte, puisque à Toudon, il y avait 9 hommes de l'ombre qui ont procédé à un rituel aussi pour réveiller la tradition solaire du veilleur. Alors, le veilleur était un homme de l'ombre par nature et par prédiction, mais il a joué quand même un rôle très important dans la sphère d'activité, disons politique, gaulliste. La revue Begas, dans son numéro 1, l'avait appelé même le mage noir de l'Apocalypse en 72. Puisqu'il était un homme de réseau, de contact en plein milieu. Raymond Bernard, de la Morgue, Julien Rigas de l'ERT. Joe, le tenant en grande estime, le consultait souvent. Il a été protégé aussi dans les années 52-58 de Constantin Melnik, qui était conseiller de Jean Lebrun, et en même temps les services de monsieur service secret de Dompilly. Et puis on voit le lien avec aussi Vincent Planche, la France-Afrique. L'OSTS, donc en fait, a connu par la suite le retrait de Maxime de Roquemont, dont on a parlé tout à l'heure, et de Plan en 64. Et là, on en vient
à Rennes-le-Château. Pierre Plantin, a-t-il fréquenté ce milieu plus proche de ses idées que celle du Grand Orient, où il a eu un parcours d'étoile filante, on va dire. On peut se poser des questions. Il y a le livre de Mathieu Paoli, et Dessous une mission politique, dont on a parlé d'ailleurs dans une émission avec Ludovic Recher, Arcana, où il devait sortir, Jean-Pierre Montel devait sortir un livre particulier, et puis on lui a dit de retirer certains chapitres, parce que ça pouvait inquiéter et gêner les pouvoirs abolistes. Et il nous a montré justement celui de Mathieu Paoli, et justement, au même moment où il le montre, j'étais en train de... j'allais en parler, juste au moment. Ce livre est particulier parce qu'en fait, il y a l'accointance entre Lyon, les loges suisses, Alpina, donc la loge Alpina de Suisse de 1976, les dossiers Lomino de Pierre Plantard. En fait, tout est lié plus ou moins. Dans une détermination politique de Mathieu Paoli, il explique que ces réseaux, on va dire, templiers, et justement notamment cette loge Alpina, auraient pu créer les dossiers Lomino de Pierre Plantard. En fait, c'est pour ça que Jean-Paul Frontal explique bien qu'il y a ce triangle. Moi, j'en parle avant, mais ce triangle, à chaque fois que j'en parlais avant, personne ne faisait attention. Mais je parlais toujours depuis des années de ce triangle Argny, Gisors, Rennes-le-Château. Et en fait, Argny et Rennes-le-Château, en fait, agiraient comme un plus à un moins. Un égrégore ferait un égrégore explosif. Et ce serait quelque chose qui serait fomenté depuis longtemps. On sait que les sociétés du Brouillard, Société Angélique de Lyon, étaient peut-être dans l'organigramme des veilleurs de ceux qui agissaient dans l'ombre à Rennes-le-Château, au temps de Saunière. Est-ce que justement cette même résurgence lyonnaise n'est pas la suite, on va dire, de ces sociétés des Brouillards aux sociétés angéliques? On peut se poser la question, sérieusement. Et notamment une application de la loge Villermoz à Lyon en 1956, puisqu'elle a été dirigée par les acteurs en fait qui se faisaient au Château d'Argny sous la direction de certaines personnes, et Pierre Plantard et Robert Rollin n'appréciaient pas trop en fait. Il semblerait qu'il y avait, on va dire, un mise-mise entre Lyon et cette affaire de Rennes-le-Château qui vient par là. Donc l'ordre néo-templier, en fait, créé par cette résurgence, ça nourrit la création en fait de structures parallèles dans cette loge Villermoz. Et cette loge est dirigée par Vincent Planck, haut fonctionnaire de tendance gaulliste, mais également important maçon. Donc cette loge était dirigée par ses fondateurs liés à la résurgence templière d'Argny. Ce que certains membres ou visiteurs de la loge ignoraient peut-être. Un fonds de roulement se crée et il rassemble en fait une documentation sur les implantations templières en France. Ils acquièrent des biens fonciers, dont des lieux qui auraient été occupés, on va dire, par des canons de l'ordre du Temple. C'est de cette façon, en fait, qu'ils ont été amenés à découvrir Rennes-le-Château. Le rapport Cross, en fait, est une éloge subliminale du néo-templarisme. Et dans un premier temps, l'affaire de Rennes-le-Château est fomentée dans le milieu lyonnais. Alors, je parle de l'affaire de Rennes-le-Château version Plantard. Pierre Plantard aurait été attaqué par ces mêmes milieux, puis lui-même a repris cette idée instrumentalisateur, mais il est aussi instrumentalisé par certains services. Il reprend lui-même dans des éléments, pour en faire des éléments identiques en miroir. On sait que pour Rennes-le-Château, tout est inversé. Et lui-même agit ici. On est dans le surréalisme, ce sont les surréalistes. Donc ils savent très bien manier les concepts. Et donc, il y a des éléments identiques, il les oppose en fait en créant une NAS. Et là, on rejoint ce que dit Gino Sandri sur l'idée de NAS. Donc le milieu lyonnais, en fait, aurait fait une mise en scène de façon à ce que les chercheurs de trésors soient attirés par le site, dont l'agencement était fait dans la Porte Rosse. Pierre Plantard donc aurait créé une NAS, un égrégore dans le triangle au doigt, qui s'alimenterait de lui-même grâce à des personnes en fait qui se sont manipulées et capables de répondre en fait aux attaques lyonnaises et genevoises.
on voit aussi qu'il y a un livre de Jean Rillac où on pourrait... il y a un certain chose dont je vais parler après sur Jean Rillac. Maintenant, on va aborder, donc on continue donc avec Pierre Bantard. Il était proche aussi des réseaux gaullistes. Et là, on va aborder l'affaire de Roger Laumois. Parce qu'on est toujours dans les Templiers sont parmi eux, avec Gérard de Sède, avec en 62. Alors Roger Laumois, donc, Pierre Plantard a eu vent donc de la retour de Laumois et de la lettre que ce dernier avait fait parvenir à De Gaulle en 1947. Et là, il y a une guerre en fait de difficulté à prendre contact avec Laumois et de lui apprendre un scénario qu'il répéta docilement aussi bien à Gérard de Sède qu'aux médias. Alors je vais vous montrer Roger Laumois, qui était gardien donc, du château de Gisors. Alors, le voici Roger Laumois. Alors de 1944 à 1946, Roger Laumois donc, aurait fouillé à Gisors donjon, en espérant découvrir un trésor. En 1947, n'espérant plus convaincre le maire de Gisors, il écrit au général de Gaulle. André Astou et André Malraux vont se rendre alors sur les lieux parce qu'en fait, il leur donne une pièce d'or qui vaut des millions. Et là, forcément, Malraux se dit il y a quelque chose. On va envoyer les Chédis, on va envoyer différentes personnes. Ça rappelle aussi une opération militaire à Los Cayos en 1976 qui implique l'armée équatorienne et un certain Neil Armstrong et Stat Ave en cherchant l'Atlantique écossais. Où pendant un an, l'armée équatorienne avec donc ce Neil Armstrong qui était sur la Lune, ils font des recherches pendant un an et en disant on n'a rien trouvé. C'était lié au père Crespi qui avait trouvé des plaques en or. Alors là, c'est des plaques en or. À Gisors, ce sont des trésors, ce serait ces fameux 30 coffres. Mais là, c'est plus une idée, on va dire, surréaliste de Pierre Plantard, ces fameux 30 coffres. Donc, pourquoi Roger Laumois parle-t-il de cette affaire 13 ans plus tard, Gérard de Sède? Comment se fait-il que soit le dernier, il soit le seul, en fait, que Gérard de Sède soit le seul à prendre au sérieux, et puis il publie donc un article sur le sujet, aidé par Pierre Plantard. Ce dernier, donc, ayant travaillé le sujet, il a fait ses propres recherches. Il a rencontré donc Roger Laumois bien avant de Sède. C'est là qu'on peut se poser des questions, l'instrumentalisation. Roger Laumois a-t-il abouti à une crypte? Il s'agissait peut-être plus de déclencher en fait une rumeur dans la région, de l'exploiter quelques années plus tard. Mais ce qu'il y avait une lutte terrible qui s'opposait des différentes factions au sein des ordres néo-templiers, justement, permettant aux Américains de maintenir leur contrôle. C'est seulement en 1964 que des fouilles officielles seront déclenchées par le pouvoir gaulliste. Parce qu'ils tentent tant bien que mal, en fait, d'en finir avec l'occupation américaine dans tous les domaines, et plus particulièrement maçonnique et néo-templière. Et on constate qu'en 65, les fouilles sont interdites à Château aussi. Qu'est-ce qu'on veut faire à bas à l'aide, juste? On va voir. Pourquoi donc lancer cette rumeur de crypte secrète à Gisors, enfermant non pas un trésor, mais les archives de l'ordre du Temple? En 62, donc Gérard de Sède publie donc aux éditions Julliard, Le vieil homme et la terre. Et Gérard de Sède nous raconte sa rencontre en fait avec Roger Laumois. Ce dernier lui révélant qu'il a trouvé quelques années auparavant, en creusant une galerie sous le donjon de Gisors, une crypte enfermant 30 coffres. Mais incompris par les autorités, il n'a pas réussi à les persuader d'aller rester stupéfait. Donc, quand il a creusé tout au fond, le maire de Gisors est stupéfait, horrifié, dit c'est l'œuvre d'un fou. Il a creusé tout ça pendant des années. Dans justement Le vieil homme et la terre, il y a plusieurs chapitres. Il y a la double vie des Templiers. Et cette partie se décompose en deux sous-parties. La première nous conte l'histoire de l'ordre du temps. La seconde est consacrée aux connaissances gnostiques et templiers, la gestion de leur survie, donc avec Maître Roncelin, Fabré Palaprat, et le lieu où seraient cachées les archives.
Et enfin, la dernière est intitulée Le secret de Gisors. Et puis, le livre est suivi de 2 annexes, dont la première est point de vue d'un hermétiste, et l'hermétiste n'est autre que Pierre Plantin. Alors, on est en face de plusieurs opérations. Est-ce qu'il s'agit d'une opération occultiste donc visant à créer un égrégore templier? Mais il s'agit ici d'instrumentaliser donc le peuple et non plus une élite. C'est un peu la Caméra explore le temps, comme ils ont fait explore le temps dans le château Cathar. C'est devenu connu, Pyrénées Château aussi. Donc, s'agit-il ici d'instrumentaliser donc le peuple et non plus une élite triée sur le volet comme justement Argini? On va dire une opération politico-glutiste. Mais on peut penser aussi que derrière tout ce système de contrôle, on peut revenir au Collège invisible de Jacques Vallée. Jacques Vallée qui parlait d'un système de contrôle, et là on vient un peu à Jung, parce que rien ne prouve que ces fameux archivêtres ou templiers, ou à peine des templiers, n'est pas en fait derrière une opération, on va dire, jungienne, quelque chose qui sera un système de contrôle, qui apparaît en fait en miroir, en dimension spéculaire de ce que l'on est. Certains vont voir du phénomène ovni, d'autres vont voir des dogmes, d'autres vont voir des templiers, mais en fait il s'agit de la même chose. Bon, j'avais vrai. Donc il s'agit en fait de révéler l'existence d'une société secrète non nommée pour l'instant, qui en fait dirigerait lors du temps, suivant la destruction de ce dernier, et Gisors donc cachait ses archives depuis plusieurs siècles. Et cette découverte et le fait en fait que l'opération visant à les mettre en lieu sûr, peut-être en Suisse, permet de réactiver en fait cette société secrète, seul commandement possible permettant une résurgence templière authentique de Templiers. Et donc, un des chapitres du genre de 7 s'intitule Le Vaudeville. Il est consacré aux ordres néo-templiers. Et là, dans cet temps, il y a un néo-templier qui est un cheval qui tue de sa lance un animal dont la queue représente le marteau, la faucille, le visage. En fait, c'est presque anticoniste. Plantin, qui était ex-membre du Grand Orient, aurait été aussi recruté au sein de Mavis Suzerain. Ce serait au sein du Noble Martiniste, où aurait siégé donc Robert Ambelin, on en parlait tout à l'heure, Vincent Planck, créateur de la loge opéra, et puis aussi cette fameuse région templière d'Argénie, que le montage de Plémation aurait opéré. Et donc, dans les Templiers sont parmi nous, Pierre Plantard a livré un circuit, ce triangle. Chacun des 3 sommets, en fait, représente une ville, Mantravel, Jarnac et Gisors, ayant pour centre Bourges. Et là, on revient justement à Bourges, et puis ben, on peut le dire ici, il y a Rudy Jacquet a fait un travail sur la grotte de Conférent ici, qui est en miroir spéculaire, exactement, en dimension miroir, exactement avec l'hôtel L'Allemand, donc en miroir de cette demeure alchimique. Donc, je reviens à ces sommets, donc on va travailler Jarnac et Gisors, ayant pour centre Bourges. Et 2 ans après l'apparition du livre, Sophie de Sède revenait avec des documents concernant une étrange affaire qui s'était déroulée dans un petit village de l'Aude, Rennes-le-Château. Pour éviter d'être pris de court, Pierre Plantard s'est rendu dans la région et Philippe de Chérizet pour enquêter donc à son tour et monter un nouveau scénario, toujours en lien avec son circuit, le circuit de Chérizet avec la France, avec la grande épée. Quand Pierre Plantard va discrètement téléguider le gouble de Cède, et puis l'affaire avait été déjà dirigée par le propriétaire du domaine du Rennes-le-Château, donc achetant viager à Paris-Léonardo, la servante de la Maissonnière. Il s'agissait de Noël Corpus. Et l'affaire médiatisée dans la presse nationale avec le journaliste de la Dépêche, mais Salomon, Salomon. Enfin, il y a quand même quelque chose de lié à Salomon peut-être. C'est assez étrange. Donc on voit qu'il y a une sorte de noutage qui a été fait particulier. Alors là, je vais vous montrer quelque chose d'unique. Alors, là, c'est un document que m'a fourni mon grand-père, en fait, Pithieu. Donc, en 1962, il a rencontré Roger Lemoine. Il se trouve à Versailles,
dans une demeure qui appartenait en fait à la marquise d'Albignac. Et il y a une certaine personne qui s'appelle Monsieur Châteaudet. On est en août 62. Et ce Chaponnet, en fait, était lié à diverses accointances, mais il se retrouve à un moment donné lié à l'OAS. Et ce Roger Lemoine, donc, simple gens simple, c'est qu'il était en mission commandée pour repérer, surveiller les gens qui étaient liés à l'OAS. Donc, c'est l'histoire d'Algérie de l'époque. Et là, il se trouve chez cette marquise d'Albignac, en fait, pour surveiller, puis ce Chaponnet. Ce Chaponnet, il voulait pas. Le gouvernement voulait l'accuser, le mettre en prison pour différentes raisons. Il avait un garage qui était ouvert, et qui était tout en ouvert, puis il ne le fermait pas. Et là, des tracts ont été mis à son insu de l'OAS pour l'accuser, et il a été mis en prison plus tard. Il a pris 2 ans. Et donc, ce Lemoine est là, en fait, il est en mission commandée, mais il s'intéressait quand même de très près en 62 aux travaux de mon grand-père, de toute cette résurgence, parce que mon grand-père ayant fait partie de la résurgence de Pierre d'Argigny en 1960. Et il s'intéresse à tout ça, il cherche la pleine chose, puis il cherchait ce fameux trésor. Et mais en même temps, il veut le confondre, parce qu'il pense que mon grand-père est lié à Chaponnet. Et donc, il veut, à un moment donné, mon grand-père change de domicile, et sans dire à personne. Sauf que, il trouve ce Roger Leroy devant chez lui, pas loin, et disant « Ah ben, je vais trouver là par hasard. » Et en fait, il veut lui refonquer, il veut en fait, lui faire carter des lingots d'or qu'il aurait. Et ces lingots, en fait, il lui dit « Oui, tu peux me les garder, j'ai quelques soucis. » Et mon grand-père refuse. Et mais ceci dit, bon, ça rappelle aussi une série de 1975, Les Compagnons d'Éleusis. Cette série où une société secrète, cette série est très très intéressante, je vous la conseille, Les Compagnons d'Éleusis, puisqu'en fait, une société secrète distribue des lingots d'or pour faire couler la France. Et elle le donne à des personnages importants. Et donc voilà, c'est le rapport que je faisais. Et donc il refuse quand même les lingots, mais ce Roger Leroy quand même est intéressé par ses travaux. Et puis il lui fournit, eh bien, cette grille que vous voyez ici. La grille de Roger Lemoine, donc c'était les informateurs de Roger Lemoine, les 33 noms qu'il utilisait en fait pour faire des recherches. Et là, on peut voir, si on agrandit un peu, qu'il y a aussi Pierre de Gaulle, Mademoiselle de Gaulle, et puis d'autres noms de l'époque. Donc, il se servait d'informateurs. Donc ça, c'est unique, parce que c'est par nulle part. Ça, c'est exceptionnel. Et Roger Leroy, donc, se servait de ces personnes pour trouver des trésors. Alors, bon, ils ont été chercher des trésors. Bon, ils n'ont jamais rien trouvé. Hein. Enfin, et pour mon grand-père, ce qu'il a vu peut-être à Gisors, il a peut-être vraiment vu ces trésors, ces 30 coffres, mais ils étaient dans l'astral, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il a vu quelque chose qui était illusoire, mais il a peut-être vraiment vu. Ceci dit, les habitants de Gisors ont quand même vu des camions avec des coffres. Mais c'était pas du tout ce qu'a vu Roger Leroy. C'est pour ça que je me suis amusé à faire ces flyers là avec un peu les trésors astro, on va dire, des Templiers pour Gisors. Alors, j'avais quelques précisions à faire sur Vincent Blanc, qui était donc ancien résistant au Bolide de la première heure. Il fut arrêté à Lyon et emprisonné à la prison de Montluc, torturé par Taos Barbier avant d'être déporté au camp de concentration de Buchenwald. C'est pour ça qu'en fait, on est à la fin de la Deuxième Guerre mondiale.
Et donc ces personnes-là, que ce soit Robert Ambolin, qui cachait des armes d'ailleurs, qui cachait des armes dans les loges pour la résistance, ces personnes-là, Le Bailleur, Planck et tous ceux-là ont subi, on va dire, les camps ont subi des déboires de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc ils voulaient faire renaître la France. Et donc toute l'idée de Gaulle et de ses réseaux gaullistes. D'ailleurs, il est libéré en 1945, Planck. Par la suite, proche du général de Gaulle, il entre au commissariat général du tourisme en 1946. Et puis, il fut de juin 1973 jusqu'à 2003, enfin, à son décès, secrétaire général du Conseil supérieur de tourisme, puis inspecteur général. Quant à Pierre de Ribeaucourt, dont on parlait tout à l'heure, il était le petit-fils donc, de Évarle de Ribeaucourt, fondateur de la Grande Loge nationale indépendante régulière pour la France et ses colonies de l'époque. Devenue la Grande Loge nationale française, obédience donc maçonnique importante. Dans cette résurgence, là, je parlais tout à l'heure de Maxime de Roquemaure, à n'en pas douter, c'est lui qui instruit en fait le veilleur. On va dire probablement à la manière du maître à élève, sans pour autant que le veilleur, puis ce n'est pas personnellement le fond de la volonté de Roquemaure. C'était lui qui a fondé cette résurgence. C'est pour ça que je le mets beaucoup en avant. Les autres personnages l'entourant ne sont que des satellites nécessaires pour la résurgence, on va dire, en raison de leurs différentes capacités intellectuelles, personnelles, médiumniques, ou simplement des grands rêves. Si Maxime de Roquemaure, en fait, revêt une telle importance de la résurgence, c'est parce que il fut celui qui eut la charge de s'assurer que tout allait bien se passer comme il faut, dans un plan bien précis. Ce plan donc devait avoir un lieu, un leader et une légende. Pour Roquemaure, en fait, les gens n'étaient pas eu, puisqu'il était porteur d'une connaissance ancienne. Mais était-il le seul à porter cette connaissance? Et donc, c'est là qu'on parle, justement, je parlais tout à l'heure de ces châteaux en Espagne, de Ponferrada, et il y a cette idée de la filiation templière espagnole, la caverne espagnole. Alors c'est très difficile de retrouver la trace de cette caverne espagnole. Seule la chaîne d'Anne, toujours aussi difficile à identifier, fait le lien avec elle. Pour malgré ces difficultés, on peut émettre l'hypothèse que la caverne espagnole est bien celle qui insuffla, on va dire, aux veilleurs la connaissance nécessaire à la résurgence, qui avait été programmée. Et on parle actuellement, il y a quelque chose actuellement qui se passe en ce moment, par rapport à cette résurgence. Le moment est venu, en fait. Et moi, c'est ce qu'il pensait. Donc, il est fort probable donc, que ce Roquemaure donc, a été très important dans la constitution de cette résurgence templière. Donc, Maxime de Roquemaure. En 1956, je parlais tout à l'heure du document de Lobino, les dossiers Lobino. Généalogie des rois mérovingiens, donc ça fait partie de tout ce système donc, monté par Pierre Plantard, notamment Pierre et Papier, Jean-Luc Chauvet, notamment à Pierre et Papier chez lui, donc au prieuré, c'est pas le prieuré de Sion, c'est au prieuré de Carénac. Il est détenteur de ce document. Ayant été très proche au moment de Plantard. Bon, ça présente plusieurs généalogies, on va dire, souvent panthéistes, mais pas sans intérêt, parce qu'en fait, ça des Mérovingiens, des ducs de Bar et de Lorraine, mais aussi présente une ascendance mérovingienne, donc de Godefroy de Bouillon. Et puis là, c'est là pour voir l'articulation des grands maîtres du prieuré de Sion. Alors, une chose intéressante aussi, c'est, je parlais tout à l'heure de Jean Rignac, Le Réveil des Titans. C'est un livre assez important, puisqu'il publie un roman très, très surprenant qui raconte l'histoire d'un code d'individu recherchant ce secret des Templiers, qui sont amenés à faire des opérations théologiques qui ne sont pas celles sans rappeler cette Argenie et celle de Saint-Didier en Dévoluy. On peut supposer d'ailleurs que dans ce livre, sous une forme romancée, si cher à de nombreux ésotéristes,
Jean Régnac rapporte la réalité d'opérations faites dans ces deux lieux. Alors j'en ai bientôt terminé. Là, je vais dire on va dire quelques préceptes, on va dire ésotériques et alchimiques. Là, c'est réservé un peu plus averti, mais ça va pas être drôle. Sur l'enseignement de veilleur. Alors, on va parler de ce qui est l'astral, il y a l'astral et l'éther, et là, je parle de l'éther. Donc, l'éther, c'est la densification en fait, de l'essence universelle, porteuse des mondes, originellement celle de l'éther primordial, c'est la source pure, que procèdent en fait les quatre régimes innés. Il y a le gazeux, liquide et solide. Donc, ils sont perceptibles de notre incarnation. Alors, l'éther n'est pas le créateur, il est donc la densification essentielle du composé de vie. Et voilà pourquoi on situe l'éther à l'origine des quatre éléments qui, en fait, par une céleste décision, sont constitutifs de la matière. L'éther, en fait, c'est, en tant qu'origine, est signé du plus et du moins, le masculin et le féminin. Et pour entamer, en fait, sa chute ordonnée, l'éther va dans un premier temps être accompagné par l'azote, puisqu'il y a l'éther qui sera Adam, le plus, et l'azote qui sera son Ève, le moins, donc le signe féminin. L'azote, en fait, est le fruit d'une révolte au sein même de l'éther. Révolte voulue par le Père, qui permet d'enclencher, en fait, l'inexorable processus de densification. Donc, en matière de nécessaire à la constitution des quatre éléments. C'est ainsi qu'est né l'Igné, donc le feu, premier androgyne, et l'Adam et Ève. Donc, l'azote, donné à son tour Adam, signé du plus, qui va s'unir à l'oxygène, son Ève signé du moins, pour entamer en fait le temps de la chute. Ainsi naît donc le gazeux, second élément androgyne de la chute, et la densification s'est renforcée, puisque le gazeux est plus lourd que l'igné. Donc là, c'était des choses que je voulais dire pour l'éther, qui est, on va dire, bon là c'est pour ceux qui s'intéressent à l'alchimie et à l'ésotérisme, en fait, assez profond de tout ça. Je vais aussi terminer sur la quête spirituelle, donc dans notre incarnation en quelque sorte. Il faut savoir que le veilleur a beaucoup parlé dans le travail opératif de la métamorphose de soi, puisque le blason de la nature n'est pas on va dire, un joyau intellectuel, il est d'abord et avant tout le livre de la nature, perpétuellement ouvert devant nos yeux. Et c'est en fait un livre qu'il faut d'abord apprendre à lire sensitivement, et afin de pouvoir magiquement l'utiliser. C'est en fait la connaissance du blason de notre reine de terre et de ses couleurs. Le beau sang et le portique. Donc le veilleur traite du beau sang, B-A-U-C-A-T, tout au long de son œuvre. Alors, tout est écrit dans cette œuvre-là. Il découle en fait une proposition de travail qui fait que l'union de la croix et du poisson est tout à fait envisageable, dans la mesure où c'est justement cette recherche d'unité qui caractérise la chevalerie. Une des significations du beau sang, étendard templier noir et blanc. Donc le veilleur lie le concept de liberté à celui du déterminisme et celui de l'action. Et c'est pour ça qu'on parle justement des templiers noirs et blancs. Parce qu'une action, en fait, a fonction de fixer, d'établir, de cimenter, de concrétiser. Donc cette liberté est apparentée au soufre, donc c'est le masculin, ainsi qu'à la couleur blanche et la colonne jacqueline. Le déterminisme, en fait, est apparenté au mercure, le féminin, ainsi qu'à la couleur noire et la colonne d'Oas. Donc c'est l'union parfaite de la liberté, du déterminisme, c'est-à-dire en fait l'ésotérisme de Compostelle et de la pierre noire, la Kaaba, qui est symbolisée donc dans le bosson noir et blanc, le bosson noir et blanc du temple, comme il y a le drap noir
et le Gralpan, dont on parlait Brigarados. Donc là, on en revient au rosier rouge et au rosier blanc, des Templiers. C'est ce rêve, c'est pas de rêve de Gabriel Carbly. Et le veilleur évoque également, souvent dans son note, la notion de portique. C'est ainsi qu'il rappelle que les deux colonnes d'un portique, se mariant à un fronton, ce dernier exauce en lui ce qui monte du reste de l'édifice. Puisqu'en fait, il y a dans les colonnes, donc entre les colonnes Jacquin, de nature positive, volatile et donc masculine, blanche et ascendante. Tandis que l'autre se trouve en tout point à l'inverse de la précédente. C'est là la dimension spéculaire, dimension miroir, le blanc et le noir. Et donc il en résulte que la sublimation au sommet d'un portique est un plus majeur, ou une amplification faite du plus de sa colonne Jacquin, blanche, opposée au Boas, noir, Jacquin et Boas. Et donc c'est une liberté suprême, définitive. C'est en quelque sorte le trône splendide au-dessus de la liberté, du déterminisme, qui est situé dans l'androgyne. Donc ce qui est fascinant en fait dans l'œuvre du veilleur, qu'elle peut être lue dans une vie entière, une quête méditative. Là c'était des annexes d'alchimie en fait que je vous ai compté là. C'est la quête en fait. Parce que même si le terreau est d'ésotérisme chrétien, on peut le voir avec différentes religions, parce que en fait c'est un kaléidoscope avec des formes, de différentes formes, des appartenances, des chapelles. Voilà, sont toutes en fait. On peut relier les soufis de Ibn Arabi, Henri Combin, l'imaginal, à tout cela. On peut voir aussi dans la canal certaines choses, les veilleurs de l'île de Nizer. Enfin, je rappelle que pour vivre ces enseignements et toutes ces choses-là, il faut beaucoup travailler. Donc, je vais conclure. En fait, il y a un certain nombre d'appelés, mais peu d'élus. Et je terminerai en disant que la voix qui est la voix, mais qui n'est pas la voix, mais qui est la voix, est 3V. Merci. Alors, si vous avez des questions, je vais passer à la question. Par rapport à ce que vous nous avez expliqué, c'est-à-dire la diversité, la multitude de médias, je vais dire comme ça, ne sachant pas comment vous appelez autrement, politique est varié de ce qui s'est dit au tapis, d'attribuer. Est-ce que vous pensez qu'on se marie militaire ou cette multitude commence à se réuniter? Est-ce qu'on arrive à l'empire où il y a un sens, c'est tout ça, donner un sens de l'édification, également parce que ça ne fait aucun sens que chacun dans sa chapelle, on hésite qui défend son cœur de vie. Est-ce que, d'après de recherche, on pense qu'on arrive à un temps d'unification de T7 et peut-être que les beaux passent en second temps? Ben oui, c'est ce que cherche un peu à faire l'OVDT lors des l'ère du Temple, hein. Justement, ces différentes résurgences. Oui, effectivement. J'ai juste quelques photos à vous montrer avant de finir. Quand je parlais des Archimèdes tout à l'heure, donc là, il y avait l'Archimède Bernard de Clairvaux, ici. Il y avait donc Claude Bernard de Clairvaux, Maître Philippe de Lyon, donc qui était considéré comme les Archimèdes de la Résurgence. Ici, Raymond Lull, Roger Bacon, toujours Roger Bacon, l'Archimède, donc Saint-Renaud, et Saint-Thomas d'Aquin. Ah, et je voulais vous montrer aussi 2-3 autres choses. Après, on parlera venir aux questions. Je conseille aussi le livre de Jean-Luc Chomeil, Les Trésors Templiers, d'Aventure obsédante. On voit la tour d'un jeudi d'ailleurs ici. Édition Pégale. Je vais lui montrer aussi, bien sûr, le papier sur Barmindou, le Jardin de Sète. Le livre dont je vous parlais tout à l'heure, Les 12 sujets d'ambition politique, donc de 1973.
Nouvelle révélation donc sur les trésors d'Urazès et de Gisors. Bon, c'est un livre épuisé, très difficile à avoir, mais c'est très intéressant. Et enfin, voilà, c'était mon grand-père Guithieu, dont je vous ai souvent parlé tout à l'heure. Voilà. Là, c'était la porte de Rome, aussi, en particulier chimique. C'est différents livres qu'il a fait avec Enel, des travaux qu'il a fait avec Enel, donc il s'occupe des oscillateurs Lakowski, des générateurs pour l'homme. Voilà, différents livres qu'il a écrits. Voilà. Sciences égyptiennes, les signes de l'astral. Ibacom. C'est à nouveau avec Ivan Bosca, les élus Cohen. Et enfin, là, il s'agissait du château d'Arlédy avec les tours. Et enfin, le réveil, voilà, le réveil des titans aussi de Jean Rignac, dont j'ai parlé tout à l'heure. Là, c'est Raymond Bernard, donc la Morque. Le Circet, dont j'ai parlé tout à l'heure aussi. Et voilà, j'ai fini pour les photos. Donc on continue les questions. Désolé, parce que j'avais omis de montrer certaines photos. Voilà. On revient sur les questions. Si vous avez des questions. Bonjour, merci. Est-ce que vous pourriez décrire la polarité que vous avez évoquée tout à l'heure entre Rel Plateau et Argy? C'est un phénomène de polarité, d'opérativité entre les deux. Oui, en fait, l'idée, ce serait un système d'opposants, une société au-dessus, aurait créé cette polarité. Du plus et du moins, et de créer, en fait, de manière à créer un égrégore. Mais là, je ne peux pas en dire plus spécifiquement sur la raison pour laquelle ils font ça, ou ils ont fait ça. Où est-ce que vous pouvez me recevoir là en page? Eh bien, le livre de Jean Cantal, les Tokyo Pirates. Sinon, personne n'en parle. Je suis le seul à en parler de tout ça. Il n'y a pas de livre sur le sujet actuellement. Oui. Mais Hiroeva, il y a toujours un plan derrière le plat. Ah oui, Mauvais, c'est la seule, finalement, il y a toujours un plan divin oui. qui prend le dessus. Oui, mais c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, cette idée de résurgence qui est, il y a la mission sacrée de la France aussi, qui a une importance. Les gens veulent sacré aussi. Ah, mais bien sûr, oui, et ça fait partie du plan aussi, Lincoln, l'énigme sacrée. D'ailleurs, bah là, il y a un plan mais autre, hein, c'est très étrange. Ça, c'est Jean Chemet qui fait de la reliance avec ça. C'est que en 82, quand est sorti l'énigme sacrée, eh bien, on le voyait sur tous les bus, mais partout en Angleterre. Et il suppose que derrière, en fait, il y a un service commandé du MI6 réunissant qui voudrait mettre en avant cette résurgence, en quelque sorte. Alors, dans quel but? Peut-être pour cacher autre chose. Comme Rennes-la-Château, d'autres lieux, sont là pour cacher d'autres endroits aussi. C'est un système, il est un peu des visions. Les jeux sont habités. Oui, pour dire que même des plans entre guillemets malveillants, et bien derrière, il y a toujours au final le plan d'Ivadia, dit maman, et qui peut même se servir de sa peau. Voilà, c'est Exactement, oui. sentir, ça va. Oui, oui, oui. Oui, exactement. Bien que l'onde s'en a mis. Exactement. Il y a l'ombre et la lumière aussi. Ouais, le dernier mot, il y a un mot, c'était souvent revenu par les compagnons du devoir, c'est servir sans se servir et sans asservir. Oui. Et ça, c'est quelque chose qu'on a dans tous les ordres dignes de respect. Et non nobis aussi.
L'énergie tordidienne, elle correspond à un lieu et à une fourchette de temps qui a été donnée dans les années, du coup, 1200, 1300, 1100. Quel est l'intérêt du raisonnement instantiaire et de l'égrégore quantier aujourd'hui? Eh bien, tout n'est pas été accompli à l'époque. Et donc, ça continue puisque certaines choses n'ont pas été faites comme il faut, ou certaines choses ont été arrêtées en route, on va dire, que l'arrestation des Templiers, ça a coupé, on va dire, l'action, on va dire, divine et peut-être critique. Donc, il fallait des personnes assez amènes de faire cette résonance. Simplement, ça a été repris par certaines personnes, par certains groupes, parfois négatifs, puisqu'ils voulaient s'approprier, on va dire, une, une vraie initiation, en fait. Voilà, on va dire. Oui, vous évoquez plusieurs fois la mission sacrée de la France. Selon vous, quel était le contenu de cette mission et donc le rôle de ces régursons par rapport à ses contenus? Peut-être la France, semble-t-il, a effectivement une mission particulière. C'est pour ça que dans la brochure de Chérizet, de Philippe Chérizet, on voit cette épée en plein milieu de la France. Il y a une idée que de la France, quand même, est née certaines actions, certaines, on va dire, certaines spiritualités, un certain particularisme qui fait que la France a une mission, mais on peut pas spécialement en dire plus, ça se fait dans l'intérieur, en fait, plus que d'en parler. Hmm. L'action parle plus que les mots. S'il y a d'autres questions. Oui. Vous avez parlé tout à l'heure que lors des rites, ils voyaient des orbes lumineux, des lumières dans les jointures des pierres, des choses, des boules rouges qui atterrissaient. Tout ceci sont des choses qu'ils ont vues réellement de leurs yeux ou ils l'ont vu sur un plan astral, comme vous expliquiez aussi que les 30 coffres, ils les avaient vus dans un plan astral. Oui, ah non, les 30 corps, c'est autre chose. Non, non, ils ont vraiment vu à Saint-Didier-en-Déolier et au Château des Verrières, oui, ils l'ont vu. Oui, ils l'ont vu vraiment. Ils ont constaté. Oui, oui. Et avec des témoignages photographiques qu'ils auraient pu prendre ou Semble-t-il, il y a pas eu de. En tout cas, j'ai pas eu écho. Enfin, pour l'instant, j'ai pas eu de photos particulières. Mais ils ne faisaient pas tellement. C'était pas l'idée de faire des photos. C'était pas l'idée de prouver quoi que ce soit. Eux, ils ont constaté pour faire certains rituels, certaines choses, pour actionner, on va dire. Mais il ne s'agissait pas de le prouver. C'était un travail interne. D'ailleurs, mon grand-père Dithieu avait été employé par Jean-Luc Chomet et Judo Sandry en 76 pour des travaux géophysiques de Rennes-le-Château. Mais les cartes géophysiques sont restées en interne. Parce que c'est un travail, en fait, patient pour le grand public, mais c'est un travail de recherche personnelle. Voilà. Donc il y a peut-être eu des photos, en tout cas elles sont restées. C'était pas du tout des vues de publication, en fait. Ces recherches-là n'avaient pas l'ambition de faire un vol ou pas. C'était vraiment un travail de recherche interne pour trouver, des lieux qui faisaient office pour parfaire la pierre et le menteur. Et ça l'était. ça aurait été bien au moins pour montrer à son petit-fils. Et oui, oui, bien sûr, oui. Oui, oui, oui. Mais j'ai pas. Quand même, je sais que il a vu certaines choses, mais c'est pas de photos spécialement, quoi. C'était pas de but, en fait. Voilà. Merci. Vous avez dit qu'à 15 km de Virginie, du coup, il y avait un monsieur qui avait eu lieu. Quel était-il? C'est c'est le château de Sous-la-Connasse, qui se trouve à 15 km. Et donc, les frères Zoukas auraient, en fait, peut-être pour protéger l'autre château,
Il faut savoir que ce château a la même tour. Et donc, à 15 kilomètres, il s'agissait peut-être de protéger le lieu beaucoup plus connu et de faire certains rites, on va dire, d'appel, de manière à ce que le grand public n'aille pas voir ce sous la coda. C'était volontaire, en fait, pour protéger le château principal. On mettait un autre lieu de manière à conserver cette tradition, on va dire. Voilà. Très peu de gens savent, hein, ce château dessous, quasiment personne n'a parlé de ça. Voilà. Qu'est-ce que les Templiers n'auraient pas acheté qu'ils pourraient faire maintenant? Qu'est-ce que les Templiers n'auraient pas achevé qu'ils pourraient faire maintenant? Ben, leur arrestation a fait qu'ils n'ont pas pu achever leur mission totalement, donc c'est pour ça qu'elle continue actuellement. Comment? Cette mission, c'est de préserver une certaine tradition. Il faut savoir que les Templiers, on pense qu'il s'agit de Carcin, tout cela, mais non, mais déjà, ils avaient une connaissance globale, à la fois de la tradition, on va dire, chiite, avec Ibn Arabi, ce genre de choses, mais ils s'intéressaient aussi aux runes, à la tradition scandinave, à la Kabbale, à différentes... Ils avaient vraiment une connaissance générale, on va dire, de différentes traditions. Et donc, le but, c'était de parfaire toutes les traditions, toutes les spiritualités, ou certaines religions, de manière à en faire, pas une seule et unique, mais d'aller dans, on va dire, un kaléidoscope de connaissances. Oui. Cette tradition, elle a été préservée uniquement lors de Ompardir, où il y a également d'autres analyses l'indice Misraïn, qui auraient pu récupérer cette tradition. Il y a énormément de traditions. Il y en a autant que de fromage en France. On va dire d'ordre emmené aux Templiers, hein, Qui n'est pas établi, qui n'est pas. et qui n'est pas établi. Ben, je penserais l'OVDT, l'un des du Temple, qui eux sont assez pacifistes. Ils ont une vision quand même assez traditionnelle. On va dire non. Il n'y a pas de dérive en fait. Voilà. Mais il y a le collège Templier aussi. Oui, ce que je voulais dire, d'abord, merci pour cette conférence qui a été très, très dense. Vous nous avez donné un maximum d'informations. Oui. Maintenant, pour ma part, je voudrais donner mon témoignage, puisque dans le jeu de loi initiatique, je suis tombé sur la case Templier, c'est équipement inévitable. Et alors, je pense que les ordres des Hauts-Templiers actuels sont des créations ex nihilo. Il y en a aucun qui peut réellement prouver une filiation depuis les premiers Templiers. Par exemple, moi, j'étais dans un ordre qui avait la filiation Tapra, mais même de la vie du grand et un prieur, c'était une filiation plus légendaire que réelle. Ça ne soit pas pour oublier que les Templiers, et ça c'est inquiétant, c'est des moines soldats. Et certains ordres néo-templiers au XXe siècle, et d'ailleurs, vous en avez parlé, ont été infiltrés par des services étrangers, notamment Gladio. Et Gladio comme gladiateur, hein, qui est une branche de l'OTAN, d'ailleurs. Et le but de Gladio, c'était de créer une armée secrète pour que si les forces russes de l'Union soviétique arrivaient en Europe de l'Ouest pour faire une sorte de résistance. Et après, ces réseaux sont restés. Il y a eu des dérives terribles. Hein. Les tueurs du Brabant en Belgique, la tuerie d'Auriol en France. Donc, il faut faire très attention parce que parfois, ils sont noyautés
Et il y a le rideau de fumée, l'aspect rituelique, le décor, des cas. Mais derrière ce rideau de fumée, il peut y avoir autre chose qui peut être parfois dangereux. Ah ben, je cite aussi de Roger Facon, les Templiers de feu, du feu. C'est, il y a plein de choses qui se sont passées, ouais, c'est pas à divers niveaux. Serge Jutin aussi, des sacrés soucis. Avec sa femme, enfin, il a sorti à l'époque chez JMG, enfin, Je suis bien connu, Serge. ah oui? Serge, Oui, quoi. alors, quand nous, on était dans ce groupe néo-tanki, Ça irait pas là? oui, qui était l'OSNTH. Hein. Ah oui, bah, Voilà, c'était l'OSNTH. je parlais. En fait, il y avait la croyance quand même qu'il pouvait y avoir peut-être une filiation templière authentique. Et alors, au sein du cercle intérieur de l'ordre de Malte, c'est-à-dire au sein de l'ordre de Malte, il y a l'aspect extérieur qui est hospitalier, que tout le monde voit, et il y aurait un cercle intérieur très secret, Royal Ordre de Malte, où là, il y aurait une filiation templière et qui, elle, pourrait être authentique. Mais c'est très difficile déjà de rentrer dans l'ordre de Malte et encore plus difficile de rentrer dans le Royal Ordre de Malte. Voilà, donc on a eu aussi l'idée, on a eu le ressenti qu'il y avait beaucoup de coquilles vides. C'est-à-dire que nous, les commanderies qu'on fréquentait, il y avait le rituel, il y avait le décor, mais à part ça, comme corpus doctrinal, il y avait rien. Et donc après, moi, j'ai voulu du texte. On n'a pas de temps à perdre dans des coquilles vides. Maintenant, c'est peut-être pas le cas de tous les autres qui, je vais pas faire une généralité. Je parle de ce que j'ai vécu de l'intérieur. Ouais, c'est comme disait le veilleur, on n'a pas besoin de se bien en gaulois. Bah, ouais. Et oui, c'est très intéressant votre témoignage, oui. Simon, oui, pour les dérives, j'en ai un peu parlé, justement, des dérives politiques, des dérives, tout n'est pas éthylique. Non. Faites attention. Patricia, du coup, au Soventat, Kithieu, Pratique National, c'est d'autres personnes, du coup, on nous déveille, on fait un rituel de manière visuelle en pied. Quelles en sont les conséquences? Eh bien, on verra bien. Je n'en dirai pas plus. On verra, ouais, oui, quand ils ont sorti les Templiers de l'Astral, ouais. Effectivement, dans le nid, oui. Oui. On verra ce qu'il en résultat. Moi, je reste aussi circonspect sur certaines choses. Comme je l'ai dit, ces Templiers désincarnés, qui étaient-ils? Quelle garantie on a que c'était vraiment des Templiers? C'est ce que sous-tend un peu, justement, Daniel Romain dans les d'Agartha. Moi, personnellement, je pense aussi qu'il y a cette idée de système de contrôle dont parle donc Claude dans Collège Invisible, où apparaîtrait très bien pour certaines personnes un phénomène ovni, d'autres ils veulent voir des Templiers, d'autres ils voient dogma, d'autres ils voient. Et en fait, il s'agit de la même chose qui, j'ai de bonne main de maître à agir pour nous montrer quelque chose. Et là, on revient au mythe moderne de Jung, il y a 158. Donc cette idée que le phénomène ou les phénomènes agissent en dimension spéculaire de notre inconscient, de l'inconscient collectif, et agit en fonction de nos désirs aussi, nos peurs. Voilà, donc je reste très prudent, on va dire, sur la véritable nature même des archimètres qui ont fait apparaître à l'époque dans les urgences. Qui était-il vraiment derrière l'image qu'on leur a donnée, qui aurait été donnée à ceux qui avaient les contacts? Personnellement, il y a un élément qui m'intrigue. C'est n'y aurait-il pas des gens au-dessus et qui se servent
de ces résurgences templières. Par exemple, tout à l'heure, vous avez parlé de Raymond Bernard. Raymond Bernard se référait à l'initiation dans une crypte donnée par un certain cardinal Blanc, où il a refusé de donner l'identité. Alors, Raphaël Blanc. voilà, il y a deux hypothèses. Soit c'était une légende pour asseoir son autorité, soit réellement, et j'aurais tendance à penser qu'il s'est réellement passé une initiation. Il y avait quelqu'un qui se cachait derrière cette appellation de cardinal Blanc. Même chose pour l'ordre du temple solaire. Il y avait le tristement célèbre Dimambro qui des fois se rendait en Suisse et il disait « Je vais rencontrer les maîtres de Zurich ». Et il revenait de là, de ses voyages, comme transfiguré, comme s'il avait vu des choses extraordinaires. Et parfois, même de retour de Suisse, il donnait dans son ordre du temple des ordres qui allaient à l'encontre de ce qu'il avait décidé avant. Et donc, qui étaient ces maîtres de Zurich qu'il allait voir? Alors, j'ai plusieurs pistes. Supérieurs inconnus. Les supérieurs inconnus, mais ça peut, voilà, ça devait bien être aussi des agents de Gladio ou des membres d'une société secrète supérieure et qui tirent les ficelles, voilà, et qui, eux, vraisemblablement d'ailleurs, se réfèrent à une mystique complètement différente, mais qui les utilisent dans certains buts. Le cardinal Blanc était longtemps débattu par certains milieux, notamment Ivan Arti dans Le Monde, en 97, enfin, à l'époque, justement, où il y avait toute cette affaire de cardinal Blanc. On dirait, on ne dira pas qui c'est, cardinal Blanc, on le sait. Déjà, ça vient plus que moi, parce que moi, là, non, j'ai pas de certitude. On l'entend, frère, c'est un PV. C'est une question. Vous petit cours, monsieur. Pour un titre personnel, je peux me prêter comme le voyage dans la Suisse. Parce que je peux être 6 heures. Égard de vos habitants sont suisses. Pas beaucoup de villes suisses sont porteuses par elles-mêmes terre, quelque chose qui parle au niveau La consonance. pourquoi ça j'avais vu une vidéo il y a pas une quinzaine d'années de ça, j'en ai été totalement interpellé, ce que je me dirais. La Suisse est un gruyère avec énormément de soupirats où on doit rentrer des albums de chasse. Faut le savoir, j'étais tombé là-dessus. C'était une vieille vidéo des années 80 qui montrait que un système de souterrain qui avait été généré sous les territoires suisses et qui permettait, notamment de pouvoir faire entrer des années porteurs. Donc il y a tous ces processus et je notais qu'à titre personnel, la Suisse qui se veut un pays très effacé, très neutre, mais où quand même résident des finances mondiales, il manque encore quelques potentiels d'écart, à étudier. Honnêtement, je ne sais pas plus, mais je trouve que c'est intéressant. En sachant aussi que dans beaucoup de villages, dans la structure architecturale, il y a énormément le symbole maçonnique. Dans les tout petits villages, il y a un site un peu hystérique qui s'était pris de passion pour ça. Et donc, il faisait des petites vidéos, j'étais tombé là-dessus. Et il faisait tous les petits villages suisses où il trouvait des fonds avec des des statues, des des choses qui datent intéressantes. Et je pense que, voilà, je n'en sais pas plus, mais je ne partage ça avec vous. Parce que vous avez un mariage. Je pense que la Suisse est un endroit particulier au niveau du pouvoir de l'esquistos, le pouvoir réel de ce monde. Et caché derrière ces organismes financiers, internationaux, etc. Peut-être déjà des. Là, ils connaissent tous ça, qui parle maintenant. Curieusement, en 1956, justement, il y a cette fameuse le Judaros qui est né à Lyon, puis Finir Alpina en 56 aussi, c'est la même période. La création est prise sur Almas, on est tout près de la Suisse. La Société Brouillard, Société Angélique de Lyon, est tout près qui est lié à la maçonnière, et ça continue avec justement donc, ce dont parle Mathieu Paul. Le CERN, peut-être qu'il s'amuse à invoquer des Templiers des Arts Garnets. Hein.
autre chose. Et pourquoi de la Suisse, la création de la Suisse par le regroupement des 3 premiers cantons et la bataille des morts d'Ancien. Et c'est en 1315. Et j'ai dit que les paysans de ces cantons-là, qui ne sont pas encore des cantons en Suisse, on se révolté contre les armées des Habsbourg, des Autrichiens. Et il est dit que ce sont les chevaliers en armure qui sont venus les aider. 1315, ça vous dit quelque chose. D'accord? Donc, comment des paysans peuvent battre les armées des Habsbourg? Il y a quand même là, historiquement, une explication dont on parle peu, parce qu'on parle du Portugal, Thomas, on parle de l'Espagne, et de Ronifis, on parlait de l'Écosse, mais on n'évoque jamais cette histoire de l'arrivée potentielle possible en Suisse de certains temples. Et puis les Habsbourg aussi, hier, plus soir, Rennes la Château aussi. Notamment le livre de Jean Camontez, Arcade de Robe Noire, où il l'époque aussi ça avec l'Autriche aussi, le lien avec l'Autriche. C'est ça que je faisais bien avec Landström de Fès. Parce qu'il y a des Rennes la Château ou d'autres lieux sont en miroir d'autres lieux. Comme Ridan disait l'eau est le vin est le miroir de l'autre. Avec Combe sur Artuby, ces lieux importants, la Cordée de Montfort-sur-Argent. Il y a pas mal de conneries, en fait, qui sont liées les unes aux autres. C'est pour ça que je parle de triangle. Il n'y a pas que le triangle droit, le triangle d'or. Il est ailleurs aussi. Alors, je sais pas s'il y a d'autres questions. Je suis prolifique. Il joue. On peut en parler tout le temps.